une femme très active parce que vous êtes rédactrice, rapporteur et présentatrice d'émissions radio algériennes où vous animez des rubriques sur l'environnement et sur le développement durable depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis 1999, correspondante de la revue arabe publiée par la Fed avec des contributions dans la revue de la Croix-Rouge, correspondante dans l'agence Science Presse canadienne. Vous avez participé également à des programmes internationaux, notamment celui de la SJCOP pour le journalisme spécialisé lancé par la Fédération internationale de la journée scientifique au Canada entre 2006 et 2008. Lauréat de plusieurs prix internationaux. Premier prix maghrébin pour la meilleure investigation sur l'état des palmiers dattiers au sud de l'Algérie, sur la région de Radaya. Deuxième prix international URTI pour meilleure émission en 2020, l'émission intitulée L'épouvantail et le feu de la discorde. Vous avez été récompensé à Qatar aussi du prix de femmes journalistes spécialisées dans le domaine de l'investigation scientifique en 2008. Ce parcours d'exception, Madame Chara, fait de vous l'une des personnes les plus qualifiées capables de nous parler du climat, de la situation de l'environnement en Algérie et ailleurs. Bien évidemment, le sujet il est très complexe et les débats sont de plus en plus présents dans la sphère politique, médiatique et sociale. Et c'est pour cette raison que vous avez choisi d'orienter votre intervention aujourd'hui sur la thématique de la responsabilité individuelle et collective au changement climatique. Alors, je vais vous laisser la parole en commençant avec une citation de Victor Hugo qui dit « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». Je vous laisse la parole, madame. Parfait, bien dit. Merci. Donc, merci pour... Ok. En fait, merci pour cette invitation. Surtout, on va aborder un thème qui nous préoccupe tous, c'est le changement climatique. Pourquoi? Parce que le changement climatique a un impact direct sur notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une question des décideurs, il s'agit d'une responsabilité partagée. Et donc, pour économiser le temps et bien exploiter le temps, donc je vais commencer. Je vais commencer par la définition parce qu'il est très important de cerner les concepts. Et j'ai choisi les définitions les plus simples et en essayant de vulgariser ce thème. Allô? Des COP. C'est les conférences annuelles. Chaque année, on entend parler d'une conférence sur le changement climatique. Donc, conférence, COP, c'est Conference of Parties. Les COP, comme vous voyez la définition entre vos mains, donc si vous permettez de partager mon PowerPoint. Donc, et chaque année, on voit que les médias s'intéressent de plus en plus à cette question. Donc, à l'approche de chaque COP, on voit que la une des médias donc, ça veut dire est consacrée à cet événement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique? Il y a aussi un schéma qui explique le phénomène de point de vue physique. Le changement climatique ou bien climate change est la variation de l'état du climat qui persiste pendant une longue période. Donc, c'est très important de comprendre qu'il s'agit d'une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Il est important de faire la différence entre climat et temps. Donc, le climat s'étale pendant des décennies. Par contre, le temps, par exemple, aujourd'hui, le temps est pluvieux, etc. Donc, il y a aussi le GIEC. On entend souvent parler du GIEC. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça veut dire que ce groupe est chargé de rédiger périodiquement des rapports sur l'état d'évolution du climat et l'impact et aussi les mesures prises par les États pour atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre.
Qu'est-ce que ça veut dire l'effet de serre? L'effet de serre est dû à l'augmentation dans l'atmosphère de certains gaz provoqués par la combustion d'énergie, que ce soit le CO2 ainsi que d'autres gaz. Mais on parle souvent de CO2, le gaz carbonique. Si vous voyez le schéma entre nos mains, donc il explique l'augmentation de la température. C'est une augmentation donc continuelle. Donc, vous voyez, depuis 1880 jusqu'à 2016, donc il y a une augmentation très remarquable. Donc, pourquoi on parle du changement climatique alors qu'il y a d'autres problèmes environnementaux? Il y a la désertification, il y a l'extinction des espèces, il y a la déforestation, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la pollution, il y a par exemple la sécheresse. Mais pourquoi on parle du changement climatique parmi tous ces problèmes? Parce que le changement climatique se distingue des autres phénomènes liés à l'environnement par son caractère global. Donc, c'est une question planétaire, global warming, qui renferme plusieurs clivages géopolitiques. Pourquoi géopolitique? Parce que à l'issue de chaque conférence, il y a des recommandations. Et ces recommandations doivent être traduites par des mesures prises par les gouvernements, que ce soit les lois ou bien même l'adoption de technologies plus propres par exemple, la rationalisation de l'énergie, de l'utilisation des énergies, des ressources hydriques, etc. Et c'est peut-être un des aspects latents qui ont conduit Ignacio Ramonet. Donc, j'ai cité le nom de ce chercheur ou bien journaliste parce qu'il a une rubrique fixe dans le journal Le Monde diplomatique. Il a beaucoup travaillé sur la question climatique, il a beaucoup publié de livres qui parlent des questions géopolitiques. Donc, il a dit que c'est une des causes principales des guerres du XXe siècle. Ce même constat est développé par l'historien hindou, donc Dipesh Chakrabarty, donc il y a aussi qui a travaillé sur la question climatique, mais d'un angle historique, donc qui considère le changement climatique comme la résultante d'une collision entre trois histoires, celle de la Terre, celle de l'évolution humaine sur la planète et celle de la civilisation industrielle. Donc, parce qu'on a commencé à remarquer les importantes émissions des gaz après l'ère industrielle. Donc, maintenant, on parle des impacts du changement climatique. Donc, on va parler des impacts qui sont visibles à l'œil nu, ou bien qui sont le plus relatés par les médias. Donc, on voit la fonte des glaciers, on parle souvent de la fonte des glaciers, de mer qui menacent les villes côtières. D'ailleurs, si vous avez remarqué dans les news ou bien même dans la vie quotidienne que les villes côtières sont vraiment menacées. Donc, il y a aussi l'augmentation du rythme des catastrophes naturelles, que ce soit les cyclones, les inondations, il y a aussi les incendies, les feux de forêt qu'on a vécu récemment. On a vécu les feux de forêt ici en Algérie. Il y a aussi le blanchissement de la grande barrière de coraux. Pourquoi on parle de cette barrière de coraux? Parce qu'elle est la plus importante et elle est en Australie. Donc on voit que cette barrière est devenue blanche. Et ça, à cause de, ça veut dire ces coraux meurent chaque année, une partie meurt. Donc, à cause de la présence du gaz carbonique dans les océans. Il y a aussi quelques animaux migrateurs changent leur destination de migration habituelle. Et on sait très bien que les animaux migrateurs, en particulier les oiseaux, donc ils sont très importants dans la chaîne alimentaire parce que ces oiseaux mangent ou bien se nourrissent des insectes, des parasites. Et si cette chaîne est cassée, donc ça se répercute sur l'équilibre des écosystèmes, ce qui engendre par la suite la prolifération ou l'apparition
des ravageurs ou bien des insectes qui menacent même l'économie, les forêts et par la suite l'économie des pays. Donc depuis 2008, la moyenne des personnes qui ont dû se déplacer à cause des catastrophes liées au changement climatique est estimée à 22,5 millions de personnes. Ces personnes qui ont déserté leur terre, qui ont quitté leur pays, c'est suite que ce soit aux catastrophes, des inondations, l'effondrement des terres, la sécheresse, le déséquilibre des systèmes, des écosystèmes qui engendrent aussi le déséquilibre de l'agriculture, de la sécurité alimentaire. On a aussi commencé à remarquer l'augmentation de la température, même si elle est insignifiante. Parfois, on entend dans les rapports du GIEC, le groupe des experts, qui parlent d'une hausse de 1,5 degrés Celsius. Il y a ceux qui disent donc c'est une augmentation insignifiante, mais non, elle est très importante pour les écosystèmes qui sont très sensibles. Il y a aussi les vagues de canicule, de sécheresse et les pluies torrentielles. Les pluies torrentielles, je vous donne l'exemple que ce soit en Algérie, au nord ou bien au sud. D'habitude, par exemple, on enregistre 120 millimètres durant une semaine. Mais ce dernier temps, on enregistre 120 millimètres durant une journée ou bien 2 jours. Et c'est vraiment ce qui cause des catastrophes et des dégâts très importants. Tout à fait. Maintenant, on va détailler ces aspects à travers les différentes régions du globe terrestre. Par exemple, on commence des 2 pôles. On remarque que la banquise arctique a perdu en surface entre 9,4% et 13,6% depuis 1979. Il y a aussi la fonte des glaces est l'un des grands contributeurs à la hausse du niveau marin. Donc, chaque fois qu'il y a la fonte des glaces, le niveau des mers augmente, ce qui menace, entre parenthèses, les villes côtières. Si on parle de l'Afrique, je vous rappelle que les Africains ou bien les pays en voie de développement ne sont pas historiquement responsables. C'est les pays développés qui ont émis beaucoup plus, une quantité plus importante des gaz à effet de serre. En Afrique, à l'Est, on commence à l'Est parce que le côté Est est très, très affecté par le changement climatique. On remarque la disparition de 82% des glaces du Kilimanjaro depuis 1912. Et vraiment, c'est très, très important pour les populations locales. Il y a 75% des glaciers d'Ouganda ont eux aussi disparu. Le plus grand glacier de Kenya qui alimente même le Nil, donc, lui a perdu presque 92% de sa surface. Au Sénégal, le recul des terres. Donc, Sénégal qui souffre ce dernier temps de la désertification, donc à cause de la perte des terres fertiles. Et à partir de 1972, la pluviométrie a dramatiquement décru et le Sahel a progressivement glissé vers le sud, ça veut dire vers la sécheresse, d'où on a enregistré des famines récurrentes. En Europe, par exemple, si on parle de l'Europe, l'Europe commence à connaître des périodes de canicule. Et la plus spectaculaire, c'est celle de 2000 et surtout 2003 avec plus de 20 000 morts. En Amérique du Nord, on prend l'exemple d'Alaska. Donc, j'ai essayé à travers ces exemples de prendre les exemples les plus frappants et qui ont eu un impact très lourd, que ce soit sur l'équilibre des écosystèmes, que ce soit sur l'environnement ou bien sur l'économie. En Amérique du Nord, l'Alaska, le réchauffement favorise la décomposition de la toundra. Donc, et ça se répercute sur le pâturage, ce qui limite stockage et de piégeage du carbone, parce qu'on sait très bien que les plantes absorbent le CO2 ça veut dire absorber le CO2 et dégagent l'oxygène. En Chine, on remarque l'assèchement complet de plus
moitié des 2000 lacs de la province de Qinghai. Au Canada, il y a la disparition de 95% des caribous depuis 1969, en partie à cause de la fonte des glaciers. Et le caribou, c'est un animal symbole du Canada. En Algérie, puisqu'on parle du changement climatique, donc il faut parler aussi de l'Algérie. Donc, je vais vous parler d'un exemple sur lequel j'ai travaillé. C'est les rivières, ou bien, pardon les ruisseaux actifs. Il y a une évolution vers plus de sécheresse. À titre d'exemple, dans la région des Sétifs, dans laquelle j'ai travaillé, les populations se souviennent des montagnes enneigées pendant de plus longues périodes. Il y a des ruisseaux, des rivières comme Oued Bousselem, Oued Sbala, etc. Donc, j'ai pris cet exemple parce que sur lequel j'ai travaillé. Il y a aussi l'impact du changement climatique sur les oasis au sud de l'Algérie. Donc, on commence à remarquer une période de décalage de la pollinisation. Et ce qui se répercute sur le rendement de ces palmiers. Donc, maintenant, on parle puisqu'on a vu la définition du changement climatique, les impacts, et on a pris des exemples de différentes régions. Maintenant, on parle des lobbies, puisqu'on on a dit dans la définition, il s'agit d'une question géopolitique et géostratégique pour les pays. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une controverse à cause des causes du changement climatique. Il y a ceux qui disent que les changements climatiques sont dus aux diverses activités humaines. Il y a ceux qui disent non, la Terre a déjà connu des cycles de changement. Si on prend la thèse des tenants de la thèse officielle qui est adoptée par la Convention cadre sur le changement climatique. Donc, ils disent que le changement climatique est dû aux diverses activités humaines, telles que les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz, l'industrie, les transports, parce qu'on commence à remarquer que le parc des véhicules, même ici en Algérie, donc, est en nette augmentation. Il y a l'agriculture, donc, qui utilise des produits chimiques, et ces produits chimiques émettent des gaz. Il y a aussi la déforestation. Derrière le changement climatique à cause des gaz accumulés dans l'atmosphère qui provoquent ensuite l'élévation de la température à la surface de notre planète dans un phénomène appelé effet de serre, dont j'ai parlé au début. Donc, ils rejettent l'argument, puisque j'ai dit qu'il y a les tenants de la thèse officielle, et il y a les climato-sceptiques qui disent non, la Terre a déjà connu des cycles de changement. Et les climato-sceptiques donnent l'exemple par exemple, l'optimum médiéval. Donc, la Terre a déjà connu un tel changement. Donc, pour eux, ils refusent cette hypothèse ou bien cet argument en disant que c'était localisé et pas comme actuellement le changement climatique est globalitaire. Il touche tous les pays, il touche toute la planète Terre. C'est vrai qu'on remarque ça sur les médias, quand on voit que tous les débats sont à la fois contre et pour, c'est-à-dire la responsabilité, elle est humaine et à la fois non humaine. C'est pour ça que les débats sont un petit peu variés. C'est une très bonne remarque. Pourquoi? Parce que généralement, les médias, la raison du plus fort, les médias invitent souvent les tenants de la thèse officielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un débat ouvert, clair et transparent et chacun avance ses arguments. Puisque la thèse officielle a été adoptée à travers une convention
signée ou bien ratifiée par 192 pays. Donc, c'est la thèse imposée pour tous les pays. Donc, depuis la signature de la convention, cette convention a été suite en marge du sommet de Rio de Janeiro en 1992 et par la suite l'instauration d'un rendez-vous annuel. Donc chaque année, les pays se réunissent dans un rendez-vous annuel pour parler de l'état d'évolution du climat et quelles sont les mesures qui doivent être prises pour atténuer ces impacts et pour réduire ces émissions. Donc, j'ai mis les définitions, vous pouvez les voir sur le PowerPoint. Maintenant, les principaux acteurs des négociations. Pourquoi? Donc, je résume. On a un problème globalitaire. Ce problème engendre des impacts. Ces impacts, vraiment, ces impacts influent ou bien influencent la vie des pays et les économies et la santé, même la santé publique. Donc, puisqu'il y a un problème, il y a une institution, une onusienne. Donc, il y a un rendez-vous annuel, il y a des recommandations. Donc, maintenant, ces recommandations, ou bien ceux qui imposent leur logique, c'est bien les acteurs. Et quels sont les principaux acteurs qui vraiment qui imposent leurs recommandations? Il y a ceux qui sont historiquement responsables et qui cherchent ça veut dire à se dégager ou bien de se libérer de cette responsabilité historique en disant que, OK, on est devant un fait qui nous menace tous. Donc, certes, c'est une responsabilité des pays développés, mais elle est partagée, mais elle est différenciée. Ça veut dire le gros lot et c'est la responsabilité des pays industrialisés. Donc, lors des COP, pour comprendre les coulisses des COP, lors des COP ou bien la tenue de ces COP, il y a toujours une ligne de fracture, il y a toujours des négociations parfois qui n'aboutissent à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 3 points que j'ai résumés, ça veut dire qu'ils sont très importants. Il y a la responsabilité historique des pays industrialisés en ce qui concerne la quantité des émissions des gaz à effet de serre. Il y a la mesure et le contrôle des engagements pour réduire les émissions. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas des mécanismes ou bien des moyens pour mesurer vraiment les engagements. Parce que chaque pays essaie, lors des COP, de présenter un rapport. Mais vraiment, qu'est-ce qui prouve qu'il y a vraiment une réduction des émissions des gaz à effet de serre? Certes, il y a par exemple des pays qui montrent qu'ils ont adopté des technologies plus propres, telles que les énergies renouvelables, par exemple le changement des moyens de transport, par exemple au lieu de circuler avec des combustibles, maintenant ils passent aux véhicules électriques, par exemple il y a la rationalisation de l'utilisation des énergies, il y a l'éco-citoyenneté, etc. Donc c'est ça la ligne de fracture. Il y a le droit des pays émergents au développement. Par exemple, l'Algérie n'est pas historiquement responsable. Il y a par exemple la Chine, il y a d'autres pays, le Brésil, etc. Donc, ces pays réclament leurs droits au développement. Donc, ils disent, voilà, on n'est pas responsable historiquement, donc on a le droit au développement. Et parce que les pays développés, jusqu'à maintenant, n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas respecté leurs engagements en ce qui concerne le transfert de la technologie. Il y a aussi l'aide financière. Chaque année, on parle de 10 milliards de dollars pour aider les pays les plus vulnérables. Jusqu'à maintenant, la somme versée, elle est vraiment insignifiante.
Maintenant, on va détailler pour les principaux acteurs. On prend les États-Unis. Leur puissance économique à tendance hégémonique pèse beaucoup sur le processus des négociations sur le changement climatique. En effet, 60% des sociétés internationales sont américaines. Et l'économie américaine représente 60% de l'économie mondiale. S'ajoute à cela sa consommation énergétique. Le mode de vie d'un Américain n'est pas le mode de vie d'un Africain. Donc, ce que consomme un Américain, ce n'est pas la même chose pour un Africain. Donc, dès le sommet de Rio de Janeiro, l'Amérique affiche, ça veut dire son indifférence quant à la question du changement climatique. Et la preuve, la fameuse phrase de George Bush, il a dit ouvertement, une des premières conférences, il a dit le mode de vie américain n'est pas négociable. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention de réduire leurs émissions ou bien de toucher au mode de vie de l'individu américain. La question Tout à du fait, changement madame. climatique Ici, ne constitue je pas voudrais une juste priorité ajouter, pour madame. les États-Unis dans ses relations extérieures. Par exemple, parce que après chaque COP, il y a des recommandations. Maintenant, les recommandations sont discutées, que ce soit bilatéralement ou bien multilatéralement. Donc, qui réunit par exemple la Chine et les États-Unis. Pour ces sommets, la Chine, la priorité est la défense de ses intérêts financiers. Ça veut dire lorsqu'il y a une réunion entre les Américains et les Chinois. Donc chaque partie essaie de défendre ses intérêts financiers. Lorsqu'il y a un sommet qui, par exemple, réunit les États-Unis et la Russie, il y a la négociation du niveau mondial d'armement nucléaire. Par exemple, s'il y a une réunion entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est la protection des règles du commerce international. Enfin, si vous avez remarqué tous les tweets de Donald Trump, chaque fois, il rejette, par exemple, le dernier accord historique sur le changement climatique qui a été signé en France, de Paris, ou bien l'accord de Paris. Maintenant, on parle de la Chine. Ça veut dire, je suis en train de détailler un peu les principaux acteurs et leur position vis-à-vis du changement climatique. En deuxième position vient la Chine. C'est un pays en pleine croissance économique. Et c'est un pays considéré comme un principal émetteur de gaz à effet de serre. Et je vous ai donné la référence. Maintenant, la position de la Chine sur ce sujet est claire. Ça veut dire, c'est pas comme les Américains, par exemple, la position officielle de l'Amérique, c'est le rejet de l'accord de Paris. En fait, l'arrivée de Biden peut-être va changer cette position, ce qui a promis lors de sa campagne électorale. Mais par contre, aux États-Unis, on trouve qu'il y a des institutions, il y a des fédérations qui défendent, ça veut dire qui défendent les mesures prises pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais la Chine, elle est claire, que ce soit la position officielle ou bien la position de ses institutions ou bien même la position de ces mouvements associatifs. Donc, ils disent que la seule concession qu'a faite en 2014, donc ce qu'a dit le président chinois et ce qui reflète la position de la Chine à tous les niveaux, a été de dire que son pays ferait tout son possible pour que ce plafonnement intervienne un peu avant 2030. Et le plafonnement, ça veut dire qu'ils ont fixé un plafond de réduction de leurs émissions. Donc, ils disent qu'on essaie de faire de notre mieux. Ça veut dire, et ça montre que c'est vrai, la Chine va vers vers les énergies renouvelables, mais elle exploite le charbon. Malgré tout, la Chine participe dans les négociations. La Chine, lorsqu'elle participe dans les négociations, elle ne participe pas individuellement. Elle est toujours avec le groupe de 77 qui compte 130 pays en voie de développement, et ce pour éviter qu'elle soit isolée, que ce soit par les États-Unis ou bien la Russie, le Canada ou bien l'Union européenne. Maintenant, on parle de la Russie. Donc, Poutine a accepté de ratifier le protocole de Kyoto
c'est le protocole qui contient des mesures contraignantes. Et ce protocole a été ratifié au Japon, juste pour que son pays devienne membre de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que pour devenir un membre de l'Organisation mondiale du commerce, donc, il y a une série de mesures à prendre. Il y a le refus d'intégrer le marché du carbone parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du marché du carbone. Donc la Russie, dès le début, dès le lancement de ce marché qui a été vraiment la personne la publicité beaucoup plus, c'est Al Gore lors de sa fameuse présentation la vérité qui dérange. Donc, il a beaucoup travaillé sur le marché du carbone. La Russie, dès le début, a refusé d'intégrer ce marché. Pour votre information, à ce jour, les engagements de la Russie, selon les spécialistes et selon le rapport du GIEC, le groupe des experts, sont très modestes, que ce soit du point de vue aide financière, transfert technologique, dépenses pour les programmes d'adaptation. Ça veut dire qu'elle ne dépense pas beaucoup pour les programmes d'adaptation. Ces programmes, par exemple, les programmes d'adaptation tels que la transition énergétique. Ça, c'est l'exemple des programmes d'adaptation. Il y a l'Union européenne. L'Union européenne est l'acteur principal parce que la question climatique est née en Europe. Donc, c'est une longue histoire, peut-être un jour je vous en parlerai. C'est un partenaire essentiel dans la formulation et dans l'adoption de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Ces émissions sont environ 10% des émissions mondiales de CO2. Ce chiffre-là, c'est ces émissions actuelles. Mais ce n'est pas ces émissions à travers l'histoire ou bien après la révolution industrielle. Donc, sur la question climatique, l'engagement de l'Union européenne est manifeste comme principal moteur politique de toutes les actions contre le réchauffement climatique et cela à travers les fonds. Ça veut dire, il faut dire qu'il y a un fonds vert, il y a un fonds pour aider les pays vulnérables, etc. Donc, sur ce point-là, l'Union européenne est très active. Maintenant, on parle de l'Afrique. L'Afrique, le pays qui n'est pas historiquement responsable et qui est le plus touché et le plus vulnérable, malgré le désordre qui règne au sein de ce groupe. Lors des négociations, c'est-à-dire le groupe africain n'est pas solidaire et aussi n'est pas bien organisé. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire que l'Algérie, en 2007, a présidé le groupe africain. C'est pas comme l'Algérie, mais elle a fait des efforts considérables pour unir la voix des pays africains. Donc, j'ai déjà fait une interview avec Mikhail Boukou. Mikhail Boukou qui a présidé, après l'Algérie, a présidé le groupe africain. Il m'a dit que les pays africains se contentent bien souvent de venir présenter des projets pour solliciter des financements sans prendre clairement des engagements politiques. Qu'est-ce qu'on entend dire par les engagements politiques? Vous savez très bien, pour débloquer un financement, ça veut dire que l'Union européenne exige la transparence politique, exige par exemple la démocratie. Ça veut dire qu'ils ont une liste ça veut dire de critères pour octroyer un fonds financier. Donc, vous savez très bien que l'Afrique et la corruption, donc, ce qui vraiment bloque ce genre de financement. L'Afrique est le continent le plus touché, malgré le fait que l'ensemble de ces émissions sur tout le continent reste insignifiante de 4%. Donc, vous voyez, c'est vraiment, les pays africains ne sont pas industrialisés, les pays africains, ça veut dire, ne sont pas historiquement responsables, etc. Maintenant, on parle des pays arabes. Pourquoi j'ai choisi de parler des pays arabes? Parce que même dans les pays arabes, ou bien le groupe des pays arabes, il y a une fracture. Parce qu'il y a les pays producteurs de pétrole et il y a d'autres pays
qui ne sont pas producteurs de pétrole et qui ne consomment pas les énergies fossiles. Les pays arabes affichent au gouvernement, aux sociétés civiles, le rôle de récepteur de toutes ces évolutions dans le débat sur le changement climatique. Ça veut dire malgré la production scientifique, malgré des experts, malgré des publications, mais il reste peu en les comparant avec d'autres pays. Donc, les grands pays producteurs du pétrole, tels que l'Arabie saoudite, ont mobilisé une armada de chercheurs pour défendre ses intérêts, en particulier énergétiques. L'Arabie saoudite, elle tient toujours à l'exploitation du pétrole et du gaz. Selon le spécialiste Omar Zaidi, c'est un spécialiste marocain, il est dans le groupe du GIEC. Donc, vous pouvez voir la liste dans les rapports du groupe GIEC. Vous pouvez voir la liste des experts pour les contacter et pour voir, par exemple, l'avancement des mesures et même des mesures prises par chaque pays. Donc, selon ce spécialiste, malheureusement, nous ne pouvons pas parler d'un groupe car il y a un grand dysfonctionnement vu les différents intérêts entre les pays pétroliers et ceux qui ne le sont pas ou peu, à part les pays de l'Afrique du Nord qui sont intégrés d'une façon ou d'une autre dans la stratégie africaine qui se veut plus concentrée et coordonnée. Les autres pays sont chacun pour soi. On cite le Liban, la Palestine occupée, sont proches des pays nord-africains. C'est-à-dire la position du Liban ou bien de la Palestine donc sont proches de celle des pays africains, mais les pays du Golfe sont plutôt climato-sceptiques. Ça veut dire il entrave les négociations concernant la réduction des émissions. Le Qatar et l'Arabie saoudite sont à la tête des pays arabes par leurs émissions. En effet, Saudi Aramco, c'est une société pétrolière la plus importante dans le monde arabe, émet davantage que toute l'Amérique du Sud. Ça veut dire vraiment cette société, elle exploite d'une manière très très importante les énergies fossiles. Pour l'Algérie, le changement climatique. Ce qui nous intéresse, ou bien ce qui est important pour l'Algérie, c'est la création d'une agence nationale des changements climatiques. Cette agence regroupe des experts, elle publie annuellement des rapports et en même temps, elle contribue à l'élaboration des plans d'adaptation au changement climatique ou bien même des plans de vulnérabilité. Elle travaille avec l'agence spatiale algérienne. Donc, en essayant d'exploiter la nouvelle technologie pour en fait ça veut dire pour montrer quelles sont les régions vulnérables en Algérie. Par exemple, la région steppique qui est touchée par la désertification, il y a le sud qui est touché par la sécheresse, et il y a le nord, on voit vraiment la côte. Donc, il y a un point qui est important que lors de la révision constitutionnelle de 2016, on a remarqué que l'Algérie a donné plus d'importance à la question climatique. Et cette importance, elle est traduite par des mesures, que ce soit par les lois, ou bien même par des programmes d'adaptation, ou bien même par exemple, l'accompagnement des sociétés ou bien des entreprises qui veulent acquérir des mécanismes où il y a des mesures plus propres. Maintenant, les partisans du changement climatique, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les défendeurs de la thèse dite officielle. Ils s'appuient sur des modèles informatiques pour tenter de prédire le climat d'ici 10, 20 ou 50 ans. Donc, c'est des modèles qui sont informatiques et qui ne sont pas exacts. Ça veut dire qui ne peuvent pas vraiment prédire l'état du climat. C'est des calculs. Ça veut dire c'est des calculs qui contiennent des incertitudes très importantes.
Et c'est la faille, ou bien c'est le point faible, ou bien le talent d'Achille de cette thèse qui est officielle et qui est adaptée par, que ce soit la Convention ou bien par le Mujtama' al-Douali. Il y a les climato-sceptiques ou le scepticisme anti-réchauffement. Ce sont les partisans des incertitudes sur l'origine humaine du changement climatique. Ils disent que non, ce changement climatique n'est pas le résultat des activités humaines. C'est vrai, il y a la pollution, il y a par exemple la déforestation, il y a la surexploitation des richesses, il y a, ça veut dire, beaucoup d'activités ou bien beaucoup d'impacts engendrés par l'activité humaine. Mais ces activités, ça veut dire, n'ont pas une grande influence sur le climat. Pourquoi? Parce que le climat, ils disent que dans les vestiges ou bien même dans les prélèvements faits dans les deux pôles, ils montrent que ça veut dire la Terre a déjà, dans la sédimentation des glaciers, ils disent que la Terre a déjà connu des cycles de changement. Donc, c'est des cycles normaux, mais il reste que c'est vrai, il y a la pollution, il y a d'autres problèmes environnementaux. Donc, j'ai donné ici dans le PowerPoint entre vos mains, je vous donne les noms les plus importants des climato-sceptiques, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou bien en France, on trouve Claude Allègre, qui est le climato-sceptique le plus connu. En Algérie, oui, on a des climato-sceptiques qui ont beaucoup travaillé sur cette question et qui ont leurs arguments. On trouve le professeur Ahmed Boussena qui a publié en 2000, je pense en 2016 ou bien 2018, un livre qui est très très important. Il parle même de l'Algérie. Il a pris Qal'at Bani Hammad. Il a dit que Qal'at Bani Hammad, l'histoire des Hammadiyin ou leur exode montre que aussi l'Algérie a été affectée par le changement climatique, ça veut dire au passé. Maintenant, il y a un autre courant qui s'appelle les impartiaux, ceux qui disent non, ça veut dire qu'il ne faut pas se précipiter sur les causes du changement climatique, il faut se focaliser sur la responsabilité commune, il faut se focaliser sur d'autres problèmes qui sont vraiment plus graves, tels que la déforestation, telle que la surexploitation des richesses par les multinationales, par la pollution causée par les énergies fossiles telles que le gaz de schiste. Et il y a aussi le surpâturage, ça veut dire l'exploitation excessive des ressources halieutiques. Il y a aussi d'autres courants. Donc, chaque fois, on voit il y a des courants chaque courant avance ses arguments. Donc, en dernier slide, j'ai mis les plus importantes références que j'ai consultées et que vous pouvez aussi consulter et qui sont très, ça veut dire consultées par les chercheurs. Maintenant, arrivons à nos responsabilités individuelles et collectives. C'est vrai, ça veut dire même en dehors du changement climatique, en Algérie, on a ce problème de sécheresse, donc il faut utiliser d'une manière rationnelle l'eau, l'énergie, parce que surtout, que ce soit au nord ou bien au sud, pour le nord, on a le dessalement. Le dessalement nécessite la consommation de l'énergie. Au sud, il y a des périodes plus longues de sécheresse, donc ce qui se répercute sur l'agriculture au sud. Et donc, il y a une certaine responsabilité individuelle, rationaliser la consommation, avoir des gestes éco-citoyens et aussi vulgariser ces notions et participer à la médiatisation ou bien même le rôle de la société civile dans la vulgarisation. Pour notre responsabilité collective, par exemple, la rencontre d'aujourd'hui, elle est dans ce sens, elle est dans, ça veut dire, elle est dans le sens de la responsabilité collective. Si chacun
peut contribuer à travers les communications, à travers, par exemple, des activités, à travers des journées d'études, de sensibilisation. Donc, c'est une responsabilité de tout le monde. Ça veut dire on n'est pas à l'abri. On voit aujourd'hui, ou bien on voit ce dernier temps, les catastrophes, les phénomènes naturels extrêmes qui bloquent notre vie, qui vraiment influencent notre vie, que ce soit les pluies torrentielles, les inondations. Il y a même les pandémies ou bien les épidémies. Donc, on est tous touchés. Il y a un déséquilibre dans les écosystèmes. Donc, ce déséquilibre menace notre sécurité alimentaire et même notre souveraineté par la suite. Très bien, merci En beaucoup, fait, madame. j'aimerais Vive le bien que ce soit des questions posées et même ceux qui veulent poser des questions en arabe, il n'y a pas de problème. Oui, j'attends les questions des uns et des autres. Vous êtes invités à le faire. Et en attendant, je vais essayer juste de récapituler un petit peu ce que vous avez dit. En même temps, essayer de commenter un petit peu certaines questions qui peuvent être posées. Par exemple, c'est vrai quand on prend un petit peu l'augmentation de la température, on pense que cette augmentation infime ne va pas impacter le monde, alors que une fraction de température a un impact ici en Algérie, en Australie et dans tous les continents. Mais le problème, c'est que il n'y a pas, c'est-à-dire la question n'est pas encore tranchée. Il y a des débats encore entre est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Si l'homme est responsable de ce réchauffement climatique, on doit réduire. Vas-y, allez-y, madame, s'il y a une... Voilà. Excusez-moi, la controverse est autour des causes du changement climatique. Les causes, Voilà, c'est est-ce que ça. c'est des causes dues aux activités humaines ou bien, par exemple, à des phénomènes naturels tels que le soleil, par exemple, d'autres phénomènes qui n'ont pas, où l'homme n'a aucune, ça veut dire, responsabilité. Mais par contre, sur les impacts, tout le monde est d'accord parce qu'on les voit à l'œil nu. On voit tous les cyclones, les inondations. Si on voit les infos, chaque jour, on entend parler des inondations, des pluies torrentielles. Ça veut dire la disparition accélérée des espèces. Donc, on est tous d'accord sur l'impact de la température, même si elle est insignifiante, 1,5 degrés Celsius, mais pour les écosystèmes, elle est vraiment très, très importante. Ça veut dire, est-ce qu'on commence à remarquer pour la barrière des coraux. Donc, on n'oublie pas que le Corée est un écosystème. Donc, il y a la chaîne marine, il y a la faune ou bien la biodiversité marine. Donc, toute cette chaîne est affectée par cette température. Si un élément disparaît, donc il y a d'autres éléments qui vont disparaître par la suite. C'est un effet de boule de neige, comme on dit. Ça va s'effondrer, c'est-à-dire Donc, directement. la controverse autour de points essentiels sur la cause du changement climatique et aussi sur les mesures prises qui doivent être prises. Donc, il y a les pays en voie de développement qui disent que nous ne sommes pas responsables historiquement, donc on a le droit au développement, on a le droit, si les pays développés qui sont historiquement responsables, s'ils veulent vraiment qu'on respecte les mesures, ils doivent nous aider par le transfert de la technologie, par l'accompagnement à l'application des programmes d'adaptation et aussi le financement. Parce que on est des pays qu'on veuille ou non, ça veut dire qu'on n'est pas des pays riches, par exemple, s'il y a une catastrophe dans un pays vulnérable africain. Donc, ما عندناش الوسائل المالية pour la prise en charge de toute une société ou toute une population. ماشي كيف مثلا s'il y a des inondations en France ou là en Allemagne ou là aux États-Unis, donc c'est un pays riche qui peut débloquer
un budget pour la prise en charge des citoyens. Mais pour nos pays, donc c'est vraiment, c'est très, très compliqué. Mais c'est difficile. Tout à fait. En plus, vous avez ajouté un point très important, c'est que même avec la technologie, avec les systèmes de prévision, on voit que ça reste toujours de la spéculation. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer d'ici 50, 60, 100 ans. C'est pour ça que certains restent un petit peu sceptiques quant à l'investissement. Il y a le son qui est très mal, ça veut dire je vous entends très, très mal. Ah bon? Je vais essayer de reformuler, Parce qu'il y a des de redire. coupures. D'accord. Vous avez évoqué Est-ce un que vous point très pouvez important. répéter votre question ou bien votre remarque, s'il vous plaît? Oui, la Ou bien est-ce question, qu'il y a des questions? Peut-être il y a ceux qui veulent poser leurs questions en arabe, donc il n'y a aucun problème. alors, la question qui se pose, c'est que ces prévisions sont basées sur de la spéculation. Ça veut dire qu'il n'y a pas un argument Est-ce qu'il tangible y a ou des un... questions? Oui, est-ce que vous m'entendez, madame? Vous m'entendez? Allô, madame? Je pense qu'il y a un petit problème, un petit souci de... Allô? Madame, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Vous m'entendez? Allô, madame? Madame, en attendant que madame Chara reprenne connexion avec nous, elle a évoqué un petit point très important qui est la spéculation sur l'impact à l'avenir sur l'environnement. Il y a des technologies, des logiciels qui sont utilisés pour prévenir ou pour savoir si ça va se passer ainsi d'ici 50 ans. Vous entendez, madame? Vous n'entendez pas? Je vous entends très mal. Le son n'est pas clair. Il y a des coupures, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez écrire la question sur un papier et me la montrer, s'il vous plaît? Parce Alors, qu'il y a, moi j'habite à Zeralda, il y a un vent violent là où j'habite. oui, Ça veut le dire temps, à il peine est... la connexion, elle est instable. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu même des coupures d'électricité, mais c'est pas grave, on va essayer de compenser ça. Par exemple, Est-ce que vous m'entendez? les vents violents parmi les phénomènes extrêmes engendrés par le changement climatique. Tout à fait. Je vais essayer de vous poser une question. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez, madame Chara? Oui, le vent est violent. Alors, concernant, madame, le rôle individuel de la personne, quand on parle du citoyen algérien, vous m'entendez, madame? Allez, un petit peu. La connexion. Ça y est, tu l'as éteint. Vous m'entendez? Tu l'as touché. Est-ce que vous me voyez, madame? Je sais pas, mais سمعوني ما مش يسمعوني على بالك. Si, on vous entend. Je vais essayer de copier la question. Je vous ai envoyé la question en privé. Vous avez reçu la question? Il y a Fatiha. Madame Fatiha Jara, vous entendez? Avec la réalisation de l'application de Voilà. du climat en Algérie. Vous pouvez nous répondre sur cette question, s'il vous plaît? Réalisation. Avec la réalisation et l'application de plan national du climat.
La réalisation et l'application. Il y a une intervenante qui a posé cette question. Voilà. On vous entend, madame. Vous pouvez parler, on vous entend. Parce qu'on voit le climat a son mot à dire il influence la connexion. On sent un petit peu son rugissement sur la connexion pour ce webinaire. En attendant, vous pouvez poser vos questions via la plateforme Zoom ou sur Facebook, qui est en direct avec Madame Chara. Alors, durant cette intervention, Madame Chara a essayé un petit peu d'expliquer qu'est-ce que le changement climatique. Elle a parlé un petit peu de l'effet de serre, qui est un effet d'accumulation de la température dans la sphère terrestre provoqué par les effets, les gaz à effet de serre, notamment celui du gaz carbonique. Et c'est certains pays industriels qui en sont la cause de cette augmentation. Vous pouvez parler, Madame Chara, on vous entend. On vous entend. Elle essaie d'écrire, mais elle peut intervenir, on peut l'entendre. En fait, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Madame Chara, vous pouvez intervenir. Très bien, parfait. Voilà, parfait. Donc, il y a une question, j'ai vu une question où on est avec la réalisation et l'application Voilà. du plan national climat. Donc, il y a des éléments très importants qui ont été pris dans ce sens-là. Il y a par exemple un plan pour protéger le littoral. La concentration et même de l'aide stratégique sont sur le littoral. Donc, ils ont commencé par la protection ou bien le plan de protection du littoral. Ça fait hier, donc si vous avez vu les infos, donc ils ont relancé le plan Orsec pour la gestion des catastrophes. Donc, il y a aussi, dans chaque secteur, il y a des plans, ce qu'on appelle les plans sectoriels, c'est pour renforcer la résilience des secteurs, pour faire face aux impacts. Par exemple, le secteur du transport, l'agriculture, le secteur des ressources hydriques, de la pêche, donc les différents secteurs. Chaque secteur doit avoir son propre plan d'adaptation au changement climatique. Ça veut dire qu'il faut revoir notre politique de construction, notre politique d'exploitation des richesses. Et parmi les acquis, pour moi, vraiment, c'est un acquis précieux, c'est la création d'un ministère qui est chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Et ça permet la rationalisation, bien l'efficacité énergétique qui est un défi majeur pour notre pays. Donc, notre pays qui s'est longtemps basé sur l'exploitation des hydrocarbures et donc l'épuisement de nos richesses. Et maintenant, avec les mesures prises par les pays pour réduire les émissions, donc on est contraint
le ministère de l'Environnement, ce qui concerne la protection de la biodiversité. Donc, ils ont fait un schéma des régions, là, où, les régions qui renferment une biodiversité et comment la protéger, que ce soit à travers la création des réserves ou bien même le renforcement des lois ou bien l'établissement des textes législatifs et réglementaires. Et si vous avez aussi suivi en Algérie, ils pensent à la réhabilitation du barrage vert. Donc, c'est parmi les décisions les plus importantes qui ont été prises par l'État algérien. Donc, on sait très bien que le barrage vert joue un rôle très important pour stopper l'avancée du désert et même fixer le couvert végétal dans la région stépique qui est vraiment une région très, très vulnérable. Très bien, merci madame. Il y a monsieur Salah Belbacha. C'est important et là on voit vraiment des actions tangibles, يعني palpables. Je ne veux pas parler un peu de tout ce qui est théorique ou là, القرارات هكذا. حبيت les choses qu'on peut vérifier et voir sur le terrain. Merci beaucoup. Vous m'entendez, madame Chara, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Ah, oui, donc il y a monsieur Salah Belbacha qui vous pose la question. Le changement climatique est associé toujours avec le concept de l'effet de serre. Que pensez-vous de cette association? Et quelle est la responsabilité de cette dernière sur le changement climatique? Voilà. Ça veut dire le lien entre l'effet de serre et le changement climatique. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler de l'effet de serre directement quand on parle de l'effet du changement climatique. Est-ce que donc, quelle est la place de l'effet de serre dans ce changement climatique? Très bien. Vous pouvez aller au schéma qui est dans là où j'ai mis les définitions, quelques définitions. C'est un schéma très illustratif qui montre vraiment, qui résume le lien entre le changement climatique et l'effet de serre. En général, on peut considérer l'effet de serre, c'est d'ailleurs l'appellation effet de serre. Serre, on utilise les serres dans l'agriculture, donc حاجة مغلقة qui emmagasine l'énergie. Ça veut dire, la Terre reçoit l'énergie من الشمس. وهذا l'énergie, il y a une partie منها تعاود تخرج. Vous imaginez لو كان هذيك toute cette énergie reste يعني prisonnière ou là Cantonnée dans la sphère terrestre. هذه راح تزيد le réchauffement climatique راح تزيد, elle augmente la température de la humidité. Donc l'effet de serre est dû à l'augmentation dans l'atmosphère de gaz, de plusieurs gaz. Il n'y a pas le gaz, uniquement le gaz carbonique. Il y a plusieurs gaz provoqués par la combustion, que ce soit d'énergie ou même l'utilisation des engrais. Ou là même, par exemple, le gaz méthane, par exemple, واحد اللي يربي البقر بزاف, par exemple, quelqu'un qui fait l'élevage. نتعرفوا انه les déchets تاع de cet élevage يخرج غاز الميثان, وغاز هذيك الوظيفه اللي هو par la suite يطلع dans l'atmosphère et il contribue au réchauffement de la Terre. Donc il y a un lien physique entre ces gaz et l'augmentation de la température de la Terre. Et j'ai mis ici un schéma qui explique d'une manière très simple et très accessible pour tout le monde. Ça veut dire, même pour un enfant, il peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'effet de serre et le lien entre le changement climatique et l'effet de serre. Et donc, c'est comme le globe terrestre est enfermé dans un sachet ou bien dans une serre.
Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une autre question. Désolé, je ne vois pas le nom de la personne qui l'a posée, mais il vous pose la question pour savoir quelle est la relation entre la pollution et le changement climatique. Qui est-ce qui influence plus l'autre? Est-ce que c'est la pollution qui empire, qui augmente le changement climatique ou le changement climatique qui, on va dire, provoque plus de pollution avec l'effet de serre, avec le CO2? Non, non, c'est la pollution. C'est la pollution qui, qui, qui cause un dérèglement climatique. C'est la pollution. Qu'est-ce que ça veut dire la pollution? Surtout la pollution atmosphérique. Il y a la poussière, il y a par exemple les gaz émis par les industries, par les voitures, tout ça. Et si vous avez en fait, parfois on parle du smog en Chine, ça veut dire le matin ou bien même ici en Algérie, un certain temps, il y a des témoignages que j'ai entendus en questionnant les vieux ou la vieille génération. On voyait le ciel net. Maintenant, on sent la présence d'une couche. Ça veut dire le smog. Donc, c'est la pollution qui cause, par exemple, l'augmentation de la température. Et pas le contraire, le changement climatique. Ça, ça veut dire on est d'accord sur la thèse officielle. Parce qu'il y a la thèse officielle et la thèse des climato-sceptiques. La thèse officielle, ils disent que la pollution et les activités humaines causent le changement climatique. Les climato-sceptiques, ils disent que oui, il y a une pollution qui menace la santé publique, qui menace la vie sur Terre, mais ça n'a rien à voir avec le climat, parce que la Terre a déjà connu des cycles de changement. C'est-à-dire c'est ça la ligne de fracture entre les deux thèses. Mais à travers les médias, on n'entend que parler de la thèse officielle qui est adoptée par la Convention cadre sur le changement climatique. Merci beaucoup. Il y a aussi Monsieur Hakim Gharab qui vous pose la question. La sécurisation environnementale est une responsabilité collective partagée par tous les êtres, mais est-ce que le cadre juridique est structurel et performant pour récompenser pour récompenser les dommages provoqués par les pays occidentaux? En fait, jusqu'à maintenant, l'enveloppe financière débloquée par ces pays, elle est insignifiante. Ça veut dire chaque fois, par exemple, si on prend l'accord historique du Paris, donc ils ont parlé d'une somme très importante, mais jusqu'à maintenant, il n'y a que 5% de cette somme qui est donnée aux pays très touchés, des pays vraiment vulnérables. Généralement, ça veut dire ce qui est vraiment paradoxal. Ils disent que voilà, on est là pour aider les pays vulnérables. Mais si on voit les mécanismes pour développer les budgets ou bien l'aide financière, ça veut dire qu'ils développent tout un livre. Ça veut dire il faut répondre à une série de mesures pour bénéficier de cette aide financière. Donc, c'est très compliqué les mécanismes d'aide ou de financement. récemment أنا طلعت عليها تصدمت يعني لقيت باللي ولا بلاد قدرت par exemple je parle des pays en voie de développement قدرت انها elle profite de ce financement à part la Chine parce que vraiment la Chine كما نقولوا حنايا تعرف هاد لي رواج وelle impose كما نقولوا حنايا المنطق نتاعها lors des négociations. C'est pour ça elle est parmi les pays qui ont bénéficié de cet accompagnement financier. Mais il y a des pays par exemple في افريقيا ما تخضع للاعتبارات السياسيه يعني ما استفادوش بشكل كبير يعني تقدر من ذاك قال باغ اكزومبل مساعدتها pour la création des micro-entreprises à travers هكذا واحد المساعدات بسيطة par exemple من خلال مشاريع مصغرة. نعطيكم مثال في الجزائر
في الجزائر باغ اكزومبل كاين منظمات المانيه ولا اوروبيه اللي مثلا تروح لا فام رورال صدق سي دي زد شويه ضعاف وتروح لفئات معينه الفئات الهشه ماهوش بالمعنى على ليشيل دو ليتا قال لا فام رورال par exemple on l'aide pour faire de l'élevage par exemple on aide les populations à la fixation de la population locale نعطوهم par exemple الاشجار يغرسوهم surtout ceux qui habitent à côté des forêts ça veut dire حاجات بسيطين جدا مش بالشكل اللي الدول نتاعنا تنتظره. Très bien, merci. Un internaute qui a posé la question un petit peu sur Facebook, il n'a pas donné son nom, il est de Annaba. Il vous dit quelle est, c'est-à-dire l'influence du confinement. Est-ce qu'on a ressenti un impact du confinement sur le climat? Une année comme ça de confinement, est-ce que ça impacte? Ça a un impact. Ça veut dire si on voit l'histoire de la pollution, ce qu'on a pollué durant des décennies. Ça veut dire centaines d'années. Oui, ça veut dire il nous faut beaucoup de choses. Mais ça n'empêche que maintenant les gens font très très attention suite à la crise. La crise sanitaire, par la suite il y a eu une crise économique. Maintenant, les gens font très attention à leurs dépenses. Il y a moins de moyens de transport. Ça veut dire في الفترة اللي عشناها. Donc نقدر نقول أنه récemment j'ai remarqué واحد التناقض في بداية le confinement, les premiers jours du confinement. تشوف باللي وكالة الفضاء الأوروبية تكلمت على دي زيماج ساتيليتير كي مونطخ يعني لا سيكاتريزاسيون دو لا كوش دوزون وقالوا تفاءلوا ارجعوا sur internet pour les sites يعني officiels je parle des sites officiels ترجعوا مؤخرا il y a je pense un site canadien ولا un site en fait de recherche بالك نبحث لكم le lien je vais le partager يقول لك باللي فوالا لا كوش دوزون مازالها ورايحين نعرفوا في الفترات المقبله امراض جلديه نعرفوا امراض اخرى وغيرها يعني باش تشوف باللي يا اون بريسيبيتاسيون سور لو جوجمون يعني غير بدا لو كونفينمون قال لك لا سيكاتريزاسيون دو لا كوش دوزون ومؤخرا تبين انه سي فري نقصت لي زيميسيون يا موان دو بوليسيون ولكن مش بالدرجه انه qui permet la cicatrisation de la couche d'ozone. Il faut attendre et il faut que vraiment les pays développés كما نقولوا حنايا يكون عندنا نوع من الامكانيه pour mesurer leurs engagements يعني هما دوكا المانيا قالت انايا لي زيميسيون تاوعي راهم اوتور دو نعطيك مثلا جي ريدوي دو 10% ولا 15% صح يا با دي ميزور يعني يا با دي ميكانيزم ولا دي مويان بور ميزوري لي زونغاجمون دو شاك بيي اسكو فريمون المانيا التزمت ب 10% سي فري هي تستعمل ليوليان elle a fermé les centrales nucléaires elle a changé par exemple les moyens de transport maintenant تشوفوا les voitures hybrides ولا électriques صح ما عندناش فريمون لي ميكانيزم دو mesure. Très bien. Une question très pertinente, je pense. La personne qu'elle a posée, c'est Leila Mansour. Elle est pragmatique. Elle vous a dit, existe-t-il des solutions immédiates à proposer pour un petit peu... Très bien. Oui. C'est une très bonne et belle question. Oui. C'est Madame Ben Mansour de Adrar. تحية الناس أدرار والله نحييهم لأنهم نهضروا معليش بالعربية on utilise les deux langues إما لا plus tard إن شاء الله نutilise plusieurs langues باش هقدر لأنه الهدف مش اللغة بقدر ما رسالة تصل بالنسبة للناس أدرار اللي وقفوا يد واحدة من أجل pour dire non au gaz de schiste parce que vraiment لو كان رحنا الغاز الصخري رايحة درجة الحرارة في عين صالح ترتفع بشكل رهيب
وراح نفقدوا المياه تماتيك. حابه نقول له باللي واش نقدروا نديروا. نعطيكم مثال انا يؤسفني انه في المنازل نتاوعنا ولا واحد يعني قليل من الناس اللي قال نعاود لي لومب نتاعي. اسكو لي لومب كو جوتيليز à la maison c'est des lampes كيما نقولوا حنا qui ne consomment pas beaucoup d'électricité. لا تيلي اذا ما تحتاجهاش. وعلاش توت لا جورني الناس ولا عندها ريفلكس يعني دي ريفلكس كونديسيوني. يدخل للدار يشعل الضوء يشعل الكتريسيتي يشعل لا ماشين مثلا في الليل ما يحسبلهاش حسابها. مثلا كي نروحوا نرقدوا اون ديبرونش با باغ اكزومبل لي ديمو لي تيليفزيون تو هاد لي زاباغي اللي نقدروا لو لوندومان يعني لي رولونسي. on fait pas attention نخليو الشارجور تاع البورتابل لاصق لو روبيني تاع الماء beaucoup de choses. لازمنا لي زيكو جيست ولا لي جيست يعني او التصرفات الصديقه للبيئه. لازمنا كل قطره ما نعرفوا باللي باش وصلت للروبيني تاعنا كان لازمنا استعمال الطاقه. والطاقه هذيك منين تجي من البترول والغاز. وصدقوني في اخر تصريح الوزير الانتقال الطاقوي البروفيسور شمس الدين شيتور قال انه احتياطاتنا من الغاز والبترول راهي تتناقص. يعني فو فيغ اتونسيون مش بس احنا نعيشوا كاين الاجيال المقبله هي ثاني ايضا لو دروا دي جينيراسيون فيوتور باغ اكزومبل من اجل ان ثاني هما يعيشوا حياه كريمه. مطلوب من كل واحد فينا اي تصرف يتصرفوا لازم يحسب له حسابه. خلص هذيك تاع نتصرفوا كانه نحن بلد غني ولا مثلا بلا ما نركز هذيك خلاص راحت. صدقوني الان مع لي كاتاستروف مع لي كريز ايكونوميك مع الان الاجراءات اللي راح تفرضها علينا هذه الدول لانه في نهايه المطاف سو كي نو ديكت باغ اكزومبل سو كي ديكت لا لوا ولا لا لوجيك دو موند هما الدول المتقدمه. دونك هذه الدول المتقدمه في المستقبل راح تفرض رسوم دي تاكس تري امبورطونت على بزاف من حاجات. دونك حنا اذا الان ما بديناش نلقاو دي زالتيرناتيف حلول بديله دي سوليسيون التيرناتيف من الان من التوعيه ومن لازمنا لامبليكاسيون دو لا ريشيرش سيانتيفيك لازم لا جيستيون بارتيسيباتيف ou la consultation participative dans par exemple l'élaboration des projets. الان خلاص لازم حنايا تكون كاينه اون ترانزيسيون في لي مونتاليتي تاعنا نروحوا بعيد. وانا نتمنى صدقوني املي في لا سوسيتي سيفيل واملي في انتم الشباب يعني هاد الشباب من خلال هاد لي ديبا من خلال نستغلوا لي ريزو سوسيو بوغ يعني اون بريز دو كونسيونس كوليكتيف. ايضا من خلال املي في البحث العلمي لانه البحث العلمي الان اذا ما كانش هو لا لوكوموتيف اللي يدينا فيغ دي سوليسيون دورابل صدقوني المستقبل راح يكون صعيب علينا بالكثير. le futur c'est maintenant. المستقبل هو الآن. Très bien, je vous remercie, c'est un très bon message et j'espère que, comme a fait l'association Anecléa avec cette journée internationale pour le climat, que les personnes viennent visiter le site d'Anecléa, aller et encourager et partager pour que votre message soit porté à l'oreille de tout le monde. Alors, il y a une question aussi très importante parce que vous avez remis en question un petit peu les déclarations des pays. Sur leur émission de pollution et de l'émission des gaz. Une personne, Saïba, elle vous demande, normalement, il y a des moyens pour mesurer les effets de CO2. Est-ce que ça ne serait pas bien de mettre des récepteurs dans tous les pays pour pouvoir, on va dire, tester cette pollution ou cette émission? Très bien. Il y a des récepteurs pour mesurer ces émissions. OK, par exemple, pour les pays développés, ils ont ce moyen. Pour nos pays, même pour mesurer ou bien la qualité de l'air, ما قدرناش. سماء صافية انطلقت ولحد الآن يعني ما نقدر مثلا خد en prenant l'exemple de la capitale ou les grandes villes لو كنت تحب تعرف شحال le taux de pollution تلقاها
On a lancé le projet Tassema Safia, le problème, c'est pas mesurer les émissions, parce qu'on peut les mesurer, effectivement. Le problème, vraiment, le défi, est-ce que les pays ont le courage ou ont la conscience ou la transparency, la transparence de publier vraiment le chiffre réel de leurs émissions? Parce que s'ils publient les chiffres réels de leurs émissions, par la suite, il y aura des mesures contraignantes à appliquer. Donc, وهذا يخليهم يتهربوا من مسؤوليتهم. دونك هاد الدول ولا واحد عنده لو كوراج باش يقول لك انايا شغل قاعدين يعسوا بعضاتهم، ولا بلد راح يقول لك باللي انايا غدوه من غد مش راح تجيك فرنسا وتقول لك انايا ميزي ميشون سون باغ اكزومبل 20 طن، تحاول تنقص تقول باغ اكزومبل 12 طن ولا 8 طن، مش راح تقول لك 20 طن باسكو كاين باغ لا سويت كاين des sanctions, des répercussions. Oui, des mesures où il y a des voilà. هذا هو التحدي انه الدول ما تقولش للاسف الشديد. Ce qui est plus dangereux, c'est que parfois des mesures sont une sorte ou une forme d'ingérence dans le mode de développement de nos pays. انت لما تقول لي باللي لازم ندير تاكس على الطيران، donc vraiment est-ce que احنا عندنا par exemple un trafic aérien aussi important comme les autres pays باش ندير ليه une taxe? Donc vraiment, il y a une certaine injustice dans les mesures, ou même dans le traitement de la question climatique. Et c'est pour ça que les courants qui montent, les climato-réalistes ou ils disent que non, il ne faut pas mélanger la politique avec le changement climatique. Parce que la question climatique, في البداية au début كانت une question تاع les chercheurs qui vraiment qui ont leurs arguments. Maintenant la question elle est traitée d'une manière politique et ça veut dire ولات هناك نوع من السياسة ولا هناك دي لوبي، وهذا اللي خلى انه ما نقدروش نواصلوا بهذا الشكل. ولذلك si vous avez remarqué quelqu'un qui veut vraiment aller loin dans cette question, يقرأ les publications de Ramon Ignacio ou la Pascal Boniface ou la Christian Girondeau. يقول باللي الآن إذا حبينا فعلا من ناحية le changement climatique، إذا حبينا فعلا أننا ننقذ كوكب الأرض، لازمنا نخلوا الكلمة للسcientifique بلا ما ندخلوا امور سياسيه اخرى ولي مولتي ناسيونال ولي كلون ولي لوبي اكسيتيرا. مي سي امبوسيبل دون ان موند وين يعني dans le monde actuel c'est pas possible. C'est pour cette raison on parle d'une prise en charge, une prise de conscience mondiale. Donc on voit ça à travers les mouvements, dans les mouvements des jeunes dans les autres pays. ونتمنى personnellement نتمنى انه تكون عندنا هكذا ان موفمون كيما لي جون دون لي زوتر بيي اللي يوقفوا ضد قرارات ماشي برك دي ديسيجن ناسيونال، ميم دي ديسيجن انترناسيونال. لازم لا فوا تاعنا تصل لهذه الدول. il faut que notre voix soit écoutée et transmise يعني aux autres pays. faut pas نشوفوا روحتنا حنايا لا كيسيون كليماتيك ولا شونجمون كليماتيك سي لا كيسيون تاع هاد لي بيي وحنا اون سا دير اون نا با نوتر مو ا دير. ça y est c'est révolu. هاد المنطق خلاص il faut le c'est dépassé يعني. Très bien. Vous parlez donc que le travail individuel ou le rôle individuel est très important et le problème vient de la volonté politique. Et c'est pour ça que y a Hakim Gharrab qui... La volonté politique est aussi conjuguée à la volonté de la société civile. Hein. Très bien. Oui. Donc, on ne doit pas faire la distinction, c'est la volonté de ça, de cette classe ou de cette sphère de décision, etc. Donc, on est tous concernés.
Très tous, bien. Mais il y a sans exception. une question Donc, de chacun Hakim de Rarra. nous doit apporter sa contribution. Très bien, Hakim Rarra Si vous permettez, dit, on ajoute oui, 5 minutes parce que je travaille ou ah, très bien. j'ai Donc, des engagements très familiaux. bien, oui, oui. On va bientôt clôturer. Si vous voulez, on va clôturer tout de suite. Donc, je vous remercie. Et il y a pour finir une citation que je voulais vous citer, c'est de Nicolas Hulot qui disait: La planète peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas nous en passer d'elle. Donc, Bien, oui, c'est bien dit. oui, voilà. أنا Donc, نتمنى إن شاء الله vous organisez تاني une autre rencontre en arabe parce que أنا أؤمن أنه ولا بلغات أخرى وغيرها أنا أؤمن لو أنه الوعي من حق سي ان دغوا très bien, دونك oui, من واجبنا أننا نوصلوا الرسالة بكل اللغات وأنه كلنا اون دوا تيتر امبليكي ميم هذيك المراه اللي ميم ما قراتش وما عندها حتى علاقه ان كي تفهم باللي يا مراه كي تستخدمي الماء استخدميه بشكل عقلاني انك ديري لو تخي في دارك واش يمنع انه نديروا لو تخي سيليكتيف لي بوتي اون بلاستيك في بلاصه كل حاجه في بلاصه سي تخي فاسيل والله دوكا لو كان نوريكم هنا على ميزو تشوفوا دايره انايا لي بوتي باسكو يغيبني كي نشوف واحد يروح حاشاكم لي زوردور ميناج يقلب في لي باك هذوك باش يجبد لي بوتي علاش نحب نعاون نحط لي بوتي يعني ابار on commence à faire le tri c'est facile et c'est très rentable pour notre santé pour notre économie et pour même pour la couche vulnérable تاع هاد الناس ceux qui vivent du recyclage donc on commence à faire هادو لي جيست كي يقولوا احنا صديقين للبيئه في الدار نربح المرأة نربح الفلاح لاغريكولتور نربح لو كوميرسون نربح تو الموند كلهم نربحهم ميم هذاك لاجون سيكوريتي اللي بات يعس نفهموا باللي طفي يخلي غير الحاجه اللي يستحقها مش انه يبات مشعل كل الاضواء ويقول هذه ماشي مؤسستي والشيء اللي انا كاين في مال وكور انه باغفوا ندخل واحد الادارات في الشمس اليوم كاينه لا لوميير دو جور بصح هو مشعل الضوء تقدر انك تفتح لا فونتر تقدر انك تستخدم لا لوميير دو جور علاش تستعمل الضوء في العمل لانه حاجه مع حاجه يعني تصبح شيء مهمه وكلنا نعرفوا قصه هذاك الطائر اللي كان يجيب الماء في المنقار نتاعو باش يطفي النار وضحكوا عليه الحيوانات قالوا له كل هذا النار تطفيها انت يا فيك دي غوت قال لهم لا سي ما كونتريبيوشن سي ما ريسبونسابيلتي بو امبورت حنا كبشر باش نختم يعني هكذا نختم انه حنا دورنا في الحياه هو العمل النتيجه ماشي علينا حنايا نعمل وبس نعمل يفيندغا لو جور والنتائج تبان ويعطيكم الصحه وهذا النوع هذا اللقاء تاع اليوم هو نوع من العمل. Oui, ce fut un plaisir de vous accueillir avec nous, Madame Chara. Espérons d'autres occasions, Inch'Allah. Je m'excuse pour ce. Très clair, très très clair. كنت كلير ويعني يعطيكم الصحة ونتمنى انك الباوربوينت اللي بعثته لك فو لو بارطاجي كوم سا اللي ما قدرش يفهم ولا حاجة يقعد لهم باسكو كيما نقول لك خدمته بطريقة يعني خدمته en consultant plusieurs références c'est des livres j'ai consulté des livres وفي نفس الوقت حاولت اني نبسط قدر الامكان يقدر اي واحد كسوا ناشط بيئي او ان ديسيدور تكون عنده فكره حول واش معناتها لو شونجمون كليماتيك. Très bien, oui. Effectivement, tous ceux qui sont avec nous peuvent consulter le PowerPoint sur la page Facebook de l'association Aneclea ou aller sur le site www.aneclea.org pour suivre un petit peu et voir ce contenu. Je vous remercie beaucoup, Madame Chara, pour votre contribution et à une prochaine occasion, Inch'Allah. Au revoir à tous le monde. ان شاء الله يا ربي Merci beaucoup. بالتوفيق لكم ويشرفني يعني ديرني مو اني نستضيفكم في واحد من الحصص تاعي بويسك جانيم دي زيميسيون على راديو الجيريان شان 1 دونك يشرفني اني نستضيفكم من اجل الحديث على نشاطاتكم في نشر التوعيه فيما يخص قضيه تغير المناخ. Très bien, ce sera un honneur pour nous. Merci beaucoup, madame.
مع Merci السلامة infiniment. Au بالتوفيق. revoir. Bonne continuation. مع Merci السلامة. beaucoup.